Bienvenue à tous, c'est Info Soir. Voici les titres de ce lundi. Il visait des sites très sensibles pour la sécurité et l'économie du Maroc. De nouveaux éléments sur la cellule démantelée vendredi ont été dévoilés aujourd'hui par le Bureau central d'investigation judiciaire lors d'un point de presse auquel ont assisté plus de 160 journalistes. Elle était favorite dans la course à la présidence du Conseil de la région de Tanger, Tétouan Al-Hoceima, après la démission d'Ilyas Al-Omari. Fatima Al-Hassani du PAM, élue à l'unanimité, devient la deuxième femme à présider un conseil de région. C'est un centre social qui a souvent fait parler de lui, non pas pour ses nombreux services, mais pour les conditions de vie déplorables de ses pensionnaires. Après le licenciement du directeur du centre de bienfaisance de Dar el-Khair de Tetmelli, une nouvelle association vient de reprendre la gestion de la structure sociale. L'Institut français de Meknès a répondu à l'appel des Colibris, un événement qui inspire et soutient les citoyens qui ont cette volonté de mettre l'écologie et la solidarité au cœur de leur vie quotidienne. Un lien avec l'esprit des Colibris initié par le paysan, écrivain et penseur français Pierre Rabhi, pionnier de l'agroécologie. Madame, Monsieur, bonsoir. Transformer le Maroc en un bain de sang et semer la psychose, c'était leur projet terroriste. De nouveaux éléments sur la cellule démantelée vendredi ont été dévoilés par le Bureau central d'investigation judiciaire lors d'un point de presse auquel ont assisté plus de 160 journalistes. Abdelhak Riyam a notamment révélé que les membres de cette cellule visaient des sites très sensibles pour la sécurité et l'économie du royaume. Les 7 profils neutralisés bénéficiaient également des soutiens logistiques et financiers d'un étranger de nationalité syrienne. Les détails dans ce reportage de Mriem Amlel et Hichem Souni, le récit est de Rita Sah. Dès leur arrivée à Salé, au siège du BCIJ, journalistes et photographes ont tout d'abord découvert cet arsenal impressionnant, composé notamment de matériel de plongée, d'armes à feu en provenance du Sahel, d'armes blanches et d'autres équipements saisis par les forces de sécurité du Royaume lors de l'opération antiterroriste menée jeudi dernier. Lors de la conférence de presse tenue ce matin, Abdelhak Riyam, qui s'est félicité du professionnalisme de ses équipes, a également révélé certains détails glaçants sur les intentions des membres de la cellule neutralisée. Ils se préparaient à commettre des attaques terroristes non seulement dans la ville de Casablanca mais aussi dans les sites sensibles en mer. Comme vous l'avez constaté, parmi le matériel saisi, il y a des équipements de plongée sous-marine, ce qui fait la particularité de leur mode opératoire. Le directeur du BCIJ a également livré plus de détails sur les individus appréhendés, maîtres nageurs, agents de sécurité ou encore chômeurs. Les 7 suspects, âgés entre 19 et 27 ans, justifient tous d'un niveau scolaire très modeste. Des hommes qui ne comptaient pas perpétrer d'attentats suicides, mais avaient préparé une base arrière pour s'y installer et proclamer une wilaya du Maroc islamique après avoir commis plusieurs attaques. Le chef de cette cellule, arrêté lui aussi vendredi dernier, aurait prêté allégeance au groupe terroriste il y a plusieurs années. Le chef de file de la cellule, imprégné du discours idéologique extrémiste, avait tenté vainement à plusieurs reprises depuis 2016 de rejoindre l'État islamique au Sahel. Cet individu était entré en contact via les réseaux sociaux avec les dirigeants de cette organisation terroriste qui l'ont incité à mener des opérations terroristes à l'intérieur de son pays. Ce dernier aurait reçu l'ordre de créer la psychose et transformer le royaume en bain de sang. Abdelhak Riyam a enfin annoncé qu'un 8e suspect était activement recherché. Un émissaire syrien envoyé par le groupe terroriste est soupçonné d'avoir collaboré avec cette cellule qualifiée de hautement dangereuse, la 13e démantelée par les forces du BCIJ depuis le début de l'année. Des coups de feu tirés devant une mosquée à Bayonne, région du sud-ouest de la France. 2 personnes ont été blessées. Selon la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, un homme a tenté d'incendier la mosquée, mais il a été surpris par les 2 personnes et a ensuite tiré dans leur direction. Les 2 victimes, âgées de 74 et 78 ans, sont gravement blessées. Un homme a été interpellé par la police. Le suspect serait un octogénaire, ancien militaire inconnu des services de police. L'homme le plus recherché au monde est mort. Abou Bakr al-Baghdadi, chef de l'organisation terroriste État islamique, a été tué hier dans un raid américain mené dans le nord de la Syrie. Alors comment la tête pensante de Daesh a été éliminée? Ce serait l'un de ses conseillers les plus proches qui aurait permis au service de renseignement irakien de trouver les pièces manquantes du puzzle et de le localiser. Les développements avec Rita Sah.
En quelques heures, ces images ont fait le tour du monde. Sur cette parcelle de terre située dans le village de Barisha, non loin d'Idlib en Syrie, il ne reste que des cendres. C'est ici qu'Aboubacar al-Baghdadi s'est fait exploser. L'annonce de sa mort a d'ailleurs résonné comme un cri de victoire. Donald Trump a même annoncé qu'il envisageait de publier des extraits vidéo du raid contre le chef du groupe terroriste Daesh. C'était un grand week-end pour notre pays. Nous avons tué le leader de l'État islamique, al-Baghdadi. Nous l'avons recherché très longtemps et maintenant il est mort. Dans le monde entier, les réactions se sont succédées. Si l'administration Trump a reçu une pluie de félicitations, de nombreux chefs d'État et représentants de gouvernement ont cependant appelé à la prudence. La Chine exhorte la communauté internationale à renforcer sa coopération et à lutter ensemble contre le terrorisme. La Chine estime que la lutte antiterroriste devrait traiter à la fois les symptômes et les causes profondes et qu'il faut travailler dur pour éliminer les bases du terrorisme. La mort d'Abou Bakr al-Baghdadi est un sérieux coup porté à Daesh après la défaite territoriale en mars dernier. Je voudrais dire que cela doit nous encourager à poursuivre nos efforts pour éradiquer le terrorisme. Le Premier ministre britannique et le président français ont également appelé à la poursuite du combat pour éradiquer définitivement le groupe terroriste. Selon de nombreux experts, le pseudo-califat pourrait d'ailleurs trouver un successeur à al-Baghdadi. Certains évoquent même le nom d'Abdullah Qardash, l'un des proches compagnons de l'ex-tête pensante de Daesh. Le divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne n'aura pas lieu ce jeudi. Les 27 ont donné leur feu vert pour un troisième report de la date de sortie du Royaume-Uni et Boris Johnson va à nouveau tenter de déclencher des élections anticipées. Ce report prévoit une date butoir au 31 janvier, mais avec la possibilité pour le Royaume-Uni de quitter l'Union européenne au 30 novembre ou au 31 décembre en cas de ratification de l'accord de sortie avant ces échéances. Direction à présent l'Indonésie où le ministre des Affaires étrangères Nasser Boreta s'est entretenu à Jakarta avec son homologue indonésienne Retno Marsudi. Une rencontre lors de laquelle il a été procédé à la signature d'accords de coopération dans plusieurs domaines, notamment maritimes, industriels et sécuritaires. La ministre indonésienne qui a également salué les efforts déployés par Sa Majesté le roi Mohammed VI en faveur de la cause palestinienne et a affirmé à ce sujet le soutien de l'Indonésie à la solution de deux États reconnus par la communauté internationale. C'est un positionnement qui reflète l'amélioration du climat des affaires au Maroc. Le Royaume a réalisé un bond de 7 places au classement Doing Business 2020 de la Banque mondiale. Il arrive au 53e rang des pays les plus accueillants pour les entreprises. Retour sur cette performance avec ce reportage de Oussama Bkali et Essa Messoul. Le rapport Doing Business 2020 a mis en lumière les plus importantes avancées du Royaume, notamment en matière de création d'entreprises et de fiscalité. Résultat, le Maroc se rapproche de plus en plus de l'objectif de passer sous la barre des 50 pays les plus attractifs. On peut être fier donc du nouveau ranking de Doing Business. L'enjeu d'être à moins de 50 est acquis, puisque sur les 7 indicateurs, 2 sont en dessous de 50. Sur la création et sur la mise en place du business, ce qui nous a permis de gagner 33 places depuis 2010. Ce que nous devons faire pour redescendre en dessous de 50, c'est effectivement réduire les coûts de financement et améliorer le financement. Donc tout ce qui est sûreté mobilière est un enjeu, tout ce qui est financement alternatif et bien sûr tout ce qui est enregistrement donc de droits de propriété, puisque c'est aussi un volet sur lequel nous sommes au-dessus de 50. Sur le plan fiscal, il faut noter que le Maroc a grimpé de la 125e place aux 24e place. Ceci grâce principalement à la simplification des procédures et à la numérisation et la digitalisation d'une bonne partie des déclarations et des obligations déclaratives. Aujourd'hui, les avancées et les chantiers en matière de refonte et d'uniformisation du corpus fiscal sont en cours et nous parlons désormais d'un code général de la fiscalité au lieu d'un code général des impôts avec une multitude de textes et de référentiels qui encadrent la matière fiscale. Si entre 2018 et 2019, 6 grandes réformes ont permis de faire gagner cette place au Royaume, c'est un total de 31 révisions du cadre législatif qui ont permis de grimper de la 128e place en 2010 à la 53e en 2020.
Il faut rendre hommage au Comité national de l'environnement des affaires. Il a travaillé, il a programmé des choses avec l'exécutif, avec les départements ministériels, avec les experts de la Banque mondiale et aussi avec le privé. Et c'est là aussi où on remarque quand il y a une bonne collaboration entre le public et le privé, le résultat c'est une source d'efficience. Je suis très optimiste. Le Maroc commence à récolter les fruits des réformes entreprises par Sa Majesté le roi Mohammed VI depuis son accession au trône. Souvenons-nous quand même qu'en 2011, le Maroc était classé 115e. Et si nous continuons sur cette voie, nous atteindrons facilement notre objectif d'obtenir la 50e place. Désormais, c'est au tour des différents acteurs économiques et politiques d'accélérer les réformes et de se pencher sur les dossiers les plus importants, notamment l'accès au financement. Et pour analyser cette performance, avec moi sur le plateau, Mehdi Boukhari. Mehdi, bonsoir. Bonsoir, alors, 53e place mondiale, c'est 7 de mieux, Mehdi, que l'année dernière. Est-ce que c'est un progrès qui est aussi notable que ça ? Et ça, il y a ceux qui vont dire que ce n'est pas toujours assez, mais quand même, c'est la 53e position mondiale. C'est au niveau global parce que lorsque vous regardez de près les indicateurs, c'est un pas de géant. Le Maroc s'est classé à la 16e place, par exemple, mondiale en matière de délivrance de permis de construire. Nous étions à la 99e place il y a à peine 9 ans. Autre exemple, Ihsan, en matière de paiement des impôts, nous sommes au 24e rang mondial. Nous étions à la 125e position en 2010. Je vais vous en citer d'autres rapidement. Ihsan, lorsque vous regardez notre classement, 34e mondial dans l'indice de connectivité du réseau électrique et pour la protection des investisseurs minoritaires, 37e sur 190 pays. Là, c'est un bond en avant. Nous étions à la 165e place il y a moins de 10 ans. Enfin, ce sont les derniers exemples que je vais vous citer. Lorsqu'on voit toutes ces mesures de facilitation de la création d'entreprises, nous nous hissons au 43e rang planétaire. Alors il y a tout de même un point faible, Mehdi, et c'est handicapant, c'est l'accès au financement. Absolument, Ihsan, et c'est là où le bas blesse en matière d'accès au financement. Nous sommes un très mauvais élève. La position du Maroc n'est pas bonne quant à l'obtention du financement puisqu'on arrive à la 119e place mondiale. Aussi, ce n'est pas un hasard si dans sa prise de parole lors de la dernière rentrée parlementaire, Sa Majesté le roi Mohammed VI a insisté sur la résolution rapide des banques de la question de l'accès au crédit et surtout dès qu'il s'agit des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries ainsi que les auto-entrepreneurs. Dernière question, Mehdi, à quoi devons-nous cette amélioration et quels sont les principes à partir desquels on pourrait partir pour encore progresser rapidement ? Il y a eu ces 2 dernières décennies une amélioration en profondeur du modèle de gouvernance et de la lutte contre différentes formes d'abus, des abus liés à la délivrance du permis de construire ou encore le paiement des impôts par exemple. Il y a même eu des progrès notables pour l'amélioration du cadre juridique et réglementaire pour les entreprises, tout comme il y a eu une politique d'investissement volontariste menée au plus haut niveau de l'État, accompagnée d'orientation de Sa Majesté le roi Mohammed VI, de mettre le Maroc sur une trajectoire économique dynamique, sachant que nous sommes une économie ouverte et libre. Et je reviens encore, Ihsan, sur le dernier discours du souverain devant le Parlement, dont la communauté des affaires notamment doit retenir que toute stratégie économique doit être dotée d'un contenu social plus fort qui profite notamment aux jeunes pour lesquels des avantages et une offre de crédit doit être imaginée. Là, c'était le message adressé au secteur du privé. Quant au gouvernement, son action et ses politiques économiques doivent revêtir un visage humain. C'est un challenge à relever par les uns et les autres. Merci Mehdi pour cet éclairage. Mehdi Boukhari que vous retrouverez juste après cette édition dans Econews. Un nouveau président par intérim élu à la tête de la CGEM après le conseil d'administration qui s'est tenu ce lundi à Casablanca. Mohamed Béchiri, président de la commission solutions sectorielles à la Confédération générale des entreprises du Maroc, a été désigné président par intérim de l'organisme. Il dirigera donc la CGEM pour une durée de 3 mois en attendant les élections internes à l'issue d'une assemblée générale de l'organisation patronale.
Elle était favorite dans la course à la présidence du Conseil de la région Tanger-Tétouan Al-Hoceïma après la démission d'Ilyes El-Omari. Fatima El-Hassani du PAM, élue à l'unanimité, devient la deuxième femme à présider un conseil de région après l'élection en juillet dernier de Mbarka Bouaïda, présidente de la région Goulmi Mouednoun. Reportage Siddiq Ben Sina, le récit est de Mehdi Soufiane. Elle est la deuxième femme à être élue présidente de région. Fatima El-Hassani, du parti Authenticité et Modernité, a obtenu les 63 voix des membres du conseil de la région Tanger-Tétouan Al-Hoceïma. Une étape importante du parcours politique et militant de cette ancienne journaliste de l'agence MAP. Elle a également connu l'action syndicale. Fatima El-Hassani a en effet été vice-présidente du syndicat national de la presse marocaine. Son élection à la tête d'un conseil régional consolide également le rôle des femmes dans la vie politique et dans les instances élues. J'ai été élu à l'unanimité. C'est un indicateur très positif car cela me permettra de travailler dans de bonnes conditions. Les membres du bureau ont également été élus à la majorité absolue. La présidence de ce conseil régional reste ainsi aux mains du parti Authenticité et Modernité. Fatima El-Hassani succède en effet à Ilyes El-Omari qui avait présenté sa démission le mois dernier. Fatima El-Hassani est donc élue à l'unanimité des voix du conseil régional. Elle était la seule candidate en lice suite au retrait de la candidature de Saïd Khairoun du parti de la justice et du développement. La position du parti de la justice et du développement a été adoptée suite à l'analyse de la situation politique régionale et nationale. C'est aussi le résultat de discussions avec d'autres partis politiques à l'échelle régionale et nationale autour de l'action commune. Les membres du Conseil ont compris que pour les 2 ans qui restent dans le cadre de ce mandat, il fallait privilégier la stabilité. Il était donc préférable que le parti Authenticité et Modernité garde la présidence du Conseil régional. Le vote s'est déroulé conformément à la loi organique 111/14 relative aux régions et à la décision du ministère de l'Intérieur du 17 octobre dernier sur l'ouverture des candidatures suite à la démission de l'ancien président du Conseil. C'est un centre social qui a souvent fait parler de lui, non pas pour ses nombreux services, mais pour les conditions de vie déplorables de ses pensionnaires, maltraitance, détournement de fonds, mauvaise gestion des ressources. Après le licenciement du directeur du centre de bienfaisance de Dar El-Khair de Titmelil, une nouvelle association vient de reprendre la gestion de cette structure. Reportage Souad Zaïtraoui, Ahmed Amerbouh, le récit est de Izza Sharki. La situation de ce centre de bienfaisance est devenue ces dernières années de plus en plus alarmante. Entre mauvaise gestion, non-respect des droits humains et suspicion de fraude, le centre à l'abandon a été repris par une nouvelle association après le licenciement de l'ancien directeur. Dès lors, de nouvelles dispositions ont été prises afin de remédier à ce chaos. Pour commencer, l'amélioration de la gestion de tout ce qui concerne l'alimentation, la toilette et les médicaments. Nous ne savions pas gérer les différentes aides financières apportées par les autres ministères. Il n'y avait aucune traçabilité des actions de gestion. Nous avons donc installé des logiciels afin de gérer le volet alimentaire, le matériel, les ressources humaines ou encore la régie de dépenses. Le centre de Titmelil accueille personnes âgées abandonnées, femmes en situation difficile et enfants de la rue, à la dignité longtemps bafouée par l'ancien staff dirigeant. La nouvelle association qui a aujourd'hui pris les rênes de l'institution s'emploie à revoir de près la politique interne de l'établissement. Mais plusieurs zones d'ombre persistent, notamment quant à certaines subventions détournées. Beaucoup de choses ont changé. Il y a moins de décès. Les repas sont maintenant à la hauteur. Nous n'avions pas de dignité. Elle nous avait été enlevée. Aujourd'hui, nous l'avons retrouvée. Nous voulons savoir où sont passées les subventions de 2017 et 2018 pour la gestion de l'étape où il y avait problème entre les deux associations et durant laquelle un huissier de justice avait été désigné. Où est donc passé l'argent pris par l'huissier de justice? Qu'est-il devenu? La crise qu'a connue Dar El-Khair a été à l'origine du décès de 34 de ses résidents cette année. Pour contribuer au redressement de cette situation, le conseil de la ville de Casablanca a décidé de mettre à la disposition du centre social une subvention annuelle de 5,5 millions de dirhams.
Je vous propose à présent de nous intéresser à une nouvelle tendance du e-marketing pour doper les ventes, le social selling. La transformation digitale des entreprises a bousculé les codes et révolutionné les méthodes traditionnelles de vente et de communication. Alors en quoi consistent ces nouveaux processus de communication et de prospection qui ont émergé? Élément de réponse dans ce reportage de Oussama Bkhali et Soumiya Touhaïm. Il nous suffit parfois de faire défiler le fil d'actualité de nos réseaux sociaux pour voir apparaître ce genre de publications commerciales qui semblent nous être spécialement dédiées. Personnalisation, ciblage et précision sont les mots d'ordre du social selling. Le social selling est une technique qui consiste à tout simplement utiliser le réseau social comme moyen d'être en contact avec les clients et de leur vendre des produits et des services. C'est une opportunité, je pense, pour les porteurs de projets, pour les personnes qui veulent s'intégrer dans la vie active, puisque ça ne demande pas beaucoup de moyens. Les réseaux sociaux devenus médias sociaux ont révolutionné les pratiques marketing. Se basant sur des études précises et des analyses de données poussées, cette équipe multiethnique propose des solutions adaptées à chaque entreprise en fonction de son besoin et peu importe sa taille. Actuellement, on accompagne donc un nouvel opérateur téléphonique, enfin télécom, qui va justement proposer de l'internet par satellite au Maroc, et on a testé son marché à travers les réseaux sociaux et notamment Facebook et Instagram. On accompagne aussi également donc des coachs en perte de poids pour du régime minceur, et on arrive à drainer du trafic directement dans des points de vente physiques pour générer des rendez-vous. Sur plus d'1 milliard d'utilisateurs actifs du réseau social au pouce bleu, le Maroc se classe 5e pays comptant le plus grand nombre d'utilisateurs en Afrique avec 17 millions de personnes et premier en termes de pourcentage de la population avec 48%. L'Institut français de Meknès a répondu à l'appel des colibris, un événement qui inspire et soutient les citoyens qui ont cette volonté de mettre l'écologie et la solidarité au cœur de leur vie quotidienne. Un lien avec l'esprit des colibris initié par le paysan, écrivain et penseur français Pierre Rabhi, pionnier de l'agroécologie qui défend une agriculture raisonnée, respectant le cycle de la nature et qui permet de produire autrement pour manger autrement. Reportage à Lahmini et Sarah Jabri. Elles viennent de plusieurs villages dans la région de Meknès. Elles ont chacune créé des coopératives respectueuses de l'environnement et mènent une lutte acharnée pour pérenniser leur activité. Ces femmes prennent part au chant des colibris pour promouvoir leurs initiatives. Grâce à des événements pareils, nous avons l'occasion d'exposer notre savoir-faire et commercialiser nos produits. Organisé par l'Institut français de Meknès, l'événement Chant des colibris ambitionne de sensibiliser et remettre l'écologie et la solidarité au cœur de la vie quotidienne. En plus des expositions et des débats, des soirées musicales en plein air sont au programme. Ravi d'être là. Moi, je fais une musique, ce qu'on appelle en anglais songwriter. Donc, ça veut dire vraiment tout ce qui est le travail de mettre les mots sur la musique. Et avec la particularité que je suis londonien, d'origine italienne, je suis un grand amoureux des musiques du monde, notamment des musiques autour de la Méditerranée. Responsable et solidaire, le chant des colibris se veut être également un événement festif et convivial où l'on célèbre aussi le plaisir d'être ensemble. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal. Transformer le Maroc en un bain de sang et semer la psychose, c'était leur projet terroriste. De nouveaux éléments sur la cellule démantelée vendredi ont été dévoilés aujourd'hui par le Bureau central d'investigation judiciaire lors d'un point de presse auquel ont assisté plus de 160 journalistes. Abdelhak Riem a notamment révélé que les membres de cette cellule visaient des sites très sensibles pour la sécurité et l'économie du royaume. Les 7 profils neutralisés bénéficiaient également des soutiens logistique et financier d'un étranger de nationalité syrienne. C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal El Messaïa vous sera présenté par Hicham Gharfaoui. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h15. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous.